Bonsoir und guten Abend. Willkommen. Bonsoir, bienvenue. Je m'appelle Stéphane Maffly et j'ai le plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue à la Fondation Jan Michalski à Montrichet. Et c'est un grand plaisir pour moi également de pouvoir accueillir Peter Stamm et de vous le présenter. Avant de démarrer cet entretien qui va durer environ 1 heure, j'aimerais vous faire part de quelques éléments techniques, clarifier quelques points techniques. Vous pouvez suivre la présentation en français. Vous l'aurez constaté à l'entrée de la salle et j'espère que vous entendez la traduction. Après notre discussion, le public aura la possibilité de poser des questions ou faire des remarques. Et vous êtes également cordialement invités à partager un apéritif sous la tente près de la sortie. Ce sera l'occasion de vous procurer des livres de Peter Stamm et de les faire dédicacer. Nous allons commencer par parler de ton œuvre, de ta manière d'écrire. La douce indifférence du monde, ton dernier roman, est un texte qui construit une relation complexe avec le passé. Et je propose que nous commencions par tourner notre regard vers le passé en discutant dans un premier temps de ton premier roman, Agnès. Une fois que nous aurons parlé des textes, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de discuter de la vie concrète d'un auteur et de prendre peut-être un peu de recul par rapport au texte lui-même. La douce indifférence du monde, ce texte, je l'ai présenté en 2 mois. Je propose que nous allions maintenant un peu dans les détails. Il s'agit de l'histoire d'un protagoniste, Christophe, qui a un double et qui constate, à un moment donné de sa vie, qu'il existe quelqu'un qui vit sa propre vie. Toute l'histoire se déroule à Stockholm et c'est une discussion entre Christophe et une jeune femme qui a près de 20 ans de moins que lui. Elle se balade à travers la ville et discute de l'histoire d'amour que Christophe a vécue avec une autre femme, Magdalena. Ce qui est particulier dans ce texte, c'est que Lena a une relation avec l'alter ego de Christophe, avec Chris. Et ce qui m'a particulièrement plu dans ce livre, c'est cette ambiguïté, l'ambiguïté de cette situation. Donc, on est confronté avec une narration qu'on n'arrive pas tout à fait à décoder et on n'arrive pas très bien à comprendre comment tout cela fonctionne. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à décoder l'histoire. Je me suis fait 3 théories différentes pour expliquer cela. Tout d'abord, j'ai imaginé que Christophe vit dans un monde où existent des situations paranormales. Par exemple, chez Kafka, le personnage principal se réveille un beau matin transformé en cafard. Donc, ce n'est pas le cas ici avec Christophe, mais néanmoins, on se trouve dans un monde qui est régi par d'autres lois. Ça, c'est la première option. Deuxième option d'interprétation,
c'est qu'on a affaire à un hasard incroyable où Christophe vit une vie très proche de celle de Chris 16 ans plus tard, c'est-à-dire une situation qui voudrait qu'une personne comme moi vit une vie très proche de la mienne. Enfin, troisième hypothèse, Christophe imagine tout cela. Et cet entretien qu'il a avec Lena à Stockholm, et d'ailleurs dans le roman, il y a des situations où on se retrouve avec un narrateur, une narration un peu fantaisiste, où on ne sait pas vraiment si on est dans la réalité ou dans l'imagination du personnage. J'en arrive ainsi à ma première question. Cette ambiguïté est-elle voulue? Et deuxièmement, quelle a été la difficulté de construire cette narration? Bien entendu, c'était voulu. Dans mon avant-dernier roman, l'un l'autre, en français, l'un l'autre. Monsieur Stamm se demande comment il s'appelait en français, comment il a été traduit. Bref, donc on a une situation où un homme tombe d'une falaise et se tue. Et là, je me suis dit pour la première fois, mais c'est un livre, je peux le faire mourir et en même temps, je peux le faire vivre. Et ça m'a donné envie de ne pas forcément toujours être réaliste. Je me suis dit que finalement, il était possible d'écrire des choses impossibles. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en pratique dans ce livre. Je me suis imaginé une situation. Déjà, il a un double. Non seulement il lui ressemble, mais il a le même nom, vit la même vie, écrit le même livre. Donc c'est évident. La question est de se savoir s'il existe. Et cette question, je l'ai laissée ouverte. C'est un jeu. Lena est actrice également. Et dans le livre, on trouve des scènes que les deux personnages jouent ensemble. On se rend compte qu'ils s'amusent. Et qu'ils s'amusent, par exemple, à jouer un couple où ils font semblant d'être mariés, d'avoir des enfants et d'imaginer à quoi ressemblerait leur vie. Donc, on peut regarder ça comme un jeu, finalement. Un jeu un peu plus sérieux que la petite scénette qu'ils jouent ensemble, mais dans le fond, c'est une possibilité. Alors, ce que j'aurais voulu savoir, c'est dans quelle mesure cela a rendu l'écriture difficile, parce que le roman est plus complexe que l'un l'autre, par exemple, ou d'autres textes que vous avez écrits. En effet, alors ce qui est difficile, c'est que je ne prévois jamais à l'avance mes livres. Je ne peux pas écrire si je sais d'avance ce qui va se passer. J'ai besoin d'avoir ce suspense. Et quand on écrit un livre aussi complexe, il est assez difficile de garder le contrôle, de savoir à la page 70 ce qui se trouvait à la page 10 et d'éviter que les choses deviennent incohérentes. Ensuite, il y a le fait que deux vies parallèles sont racontées avec un décalage de 16 ans. Donc, il est toujours difficile de savoir à quel stade chacun des personnages se trouve. Et comme c'était assez compliqué, j'ai fait des sortes de calendriers, un diagramme que je maintenais à jour au fur et à mesure que j'avançais dans mon texte. Je propose que tu nous lises un passage. Nous sommes assez au début du livre. Christophe, qui est auteur, qui exerce la même profession que toi, donc, et qui fait des lectures, comme c'est le cas aujourd'hui. Il retourne dans son village natal, où il a grandi, et fait une lecture. Il s'y rend en train. Il loge dans un hôtel. Alors, je propose que tu nous lises la fin de ce chapitre et je te poserai quelques questions. Alors, j'ai mis un petit signe
Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que les doubles ont un autre double. En fait, c'est moi. Ce n'est pas un roman autobiographique, mais beaucoup de détails qu'on trouve dans l'histoire s'inspirent de ma propre vie. J'ai, par exemple, travaillé comme porte-nuit de nuit, ou bien la scène se passe à Weinfelden, le village où j'ai grandi. Donc, il y a encore ce jeu-là entre le personnage et moi. Mes craintes se révélèrent sans fondement. Je ne connaissais personne dans le public et le fait que je sois originaire du village ne semblait intéresser personne non plus. Après la lecture vinrent les questions habituelles. Seules celles se rapportant à ma vie semblaient être ici évitées par les auditeurs. Nous allâmes ensuite, avec la libraire et quelques habitués, boire un verre dans un restaurant. Nous n'avions pas grand-chose à nous dire, mais l'heure tournait. Je me renseignais sur certains habitants du village, mais la plupart de ceux qui étaient là ne les connaissaient pas ou seulement de nom. Soit ils étaient partis ailleurs, soit ils étaient devenus vieux et ne jouaient plus aucun rôle. À la place, ils parlèrent de tout ce qui se passait dans la localité, intrigues politiques, petites histoires sur des gens que je ne connaissais pas et qui n'avaient aucun rapport avec moi. Quand le restaurant ferma à minuit, j'eus toutes les peines du monde à empêcher la libraire de me raccompagner à mon hôtel. Durant le bref trajet, la nuit, à travers les rues désertes, je sentis pour la première fois de la journée une sorte de familiarité, mais qui avait moins à voir avec l'endroit qu'avec le moment, avec la nuit qui ravivait des souvenirs. Quand je rentrais à la maison, après avoir fait la tournée des bars, des discussions à n'en plus finir avec mes amis à l'intersection des rues où nos chemins se séparaient, à nos projets ambitieux, à nos grandes attentes. L'entrée de l'hôtel se trouvait dans un passage pas très haut et peu éclairé. La porte en verre était fermée à clé. J'appuyais sur le bouton de la sonnette de nuit. Ce n'est qu'à ce moment, alors que j'étais en train d'attendre, que je me rendis compte à quel point j'étais ivre. D'une main, je pris appui contre la vitre froide. Au bout de quelques minutes, je sonnai à nouveau. Je me souvins des rondes que je faisais quand j'étais portier de nuit. Avec ma torche, je traversais le théâtre, la scène déserte, les couloirs et les salles de conférence vides, avant de descendre dans le garage souterrain. Finalement, j'entendis une porte claquer et vis, aussitôt après, un mouvement dans le couloir. La porte vitrée intérieure s'ouvrit et un jeune homme se dirigea vers moi. Pendant qu'il bricolait avec la serrure, je vis son visage à côté du reflet du mien. Mais ce n'est que lorsqu'il me tint la porte que je m'aperçus que c'était moi. La dernière phrase est soulignée dans le livre. Oui, car c'est de cette phrase qu'il s'agit. Je vais la relire encore une fois. Mais ce n'est que lorsqu'il me tint la porte que je m'aperçus que c'était moi. C'est peut-être à ce moment-là que le paranormal entre en jeu. Et ça rappelle une phrase de Rimbaud, « Je est un autre ». Et c'est une phrase qui parle d'identité. Qui suis-je? Qu'est-ce qui fait de moi la personne que je suis? Qu'est-ce qui fait l'identité de quelqu'un? Alors, il faut que je revienne à un livre précédent que j'ai écrit. Tous les jours sont des nuits. Non, tous les jours sont des nuits. L'un l'autre, c'est Weit über das Land. Et là, il y a un personnage qui perd son visage suite à un accident. Il est défiguré et petit à petit, son visage est reconstruit. Et se pose justement toutes ces questions. Qui suis-je lorsque je perds mon visage? Est-ce que je suis toujours la personne que j'étais avant? Et comment les choses se mettent en lien, l'intérieur et l'extérieur de la personne? Et ce personnage dit, je ne suis rien de fixe. Une personne n'est pas comme une chaise qui, un jour, ressemblera à ce qu'elle sera le lendemain ou dans une année. À chaque seconde, je change. Je suis constamment quelqu'un de différent. La personnalité est quelque chose d'extrêmement flexible et suivant dans quel contexte, elle peut être différente. Face à mes enfants, je ne suis pas le même que face à vous, ou je suis différent aussi avec ma compagne ou avec mon éditeur. Les gens ne sont pas des éléments fixes et figés.
Donc pour toi, c'est une question importante à laquelle tu réfléchis dans tes textes. Ce qui fait une personne, ce qui caractérise une personne, oui, parce qu'en fin de compte, c'est toujours une question d'identité et de souvenirs. Qui suis-je si je perds mes souvenirs? Je viens de lire Oliver Sacks avec des étudiants, un texte qui parle de gens qui ont perdu la mémoire. C'était qui? Oliver Sacks, oui, c'est un spécialiste du cerveau. Et il dit que lorsque quelqu'un perd ses souvenirs, il perd son humanité. Il a observé cela chez ses patients qui perdent également leurs émotions. Une fois qu'ils n'ont plus d'histoire, qu'ils n'ont plus de vécu, ils n'ont plus d'émotions. À 99%, je suis constituée de mes souvenirs. Et si je perds mes souvenirs, je serai quelqu'un ici qui ne sait absolument pas ce qui se passe. Et dans la littérature, souvent on parle de souvenirs. Finalement, c'est une manière de consigner les souvenirs. Dans le roman, on parle d'un roman. On a de nouveau ce jeu de mise en abîme. Christophe parle de sa relation avec Magdalena et au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, on découvre une deuxième Magdalena, le personnage artistique. Et ça pose la question de la fictionnalité, la différence entre la réalité et la fiction. À ce sujet, j'ai noté une citation de Herta Müller que j'aimerais vous lire et j'aimerais savoir si tu es d'accord avec ce qu'elle dit. C'est une phrase un peu compliquée, je vais donc la lire 2 fois. La voici. Le vécu, en tant que processus, n'a que faire de l'écrit, est incompatible avec les mots. Ce qui s'est réellement passé ne se laisse pas emprisonner par des mots. Pour le décrire, il faut le traduire en mots et le réinventer complètement. Je répète, le vécu en tant que processus n'a que faire de l'écrit, est incompatible avec les mots. Ce qui s'est réellement passé ne se laisse pas emprisonner par des mots. Pour le décrire, il faut le traduire en mots et le réinventer complètement. Si j'essaie de reformuler cela avec mes propres mots, je dirais ceci. Pour pouvoir décrire la vérité, on est obligé d'inventer des choses. La vérité est une fiction. Oui, mais c'est le problème avec l'écriture autobiographique ou l'autofiction. Chaque fois que j'essaie de parler de moi-même, je me mets à mentir. Et je suis encore beaucoup plus loin de qui je suis que lorsque je raconte les autres livres qui finalement ont tous un lien avec moi. La réalité dans la littérature est toujours différente de la réalité factuelle. Bien sûr, il y a une réalité littéraire, mais elle ne tient pas forcément compte de la manière dont les choses se sont produites. Est-ce une question de sincérité? Oui, tout à fait. Quand je travaille avec de jeunes auteurs, souvent, c'est ce que je dis. On peut apprendre à écrire, mais souvent, c'est une question d'attitude. Et la sincérité est déterminante dans ce contexte, surtout la sincérité vis-à-vis de soi-même. Être honnête avec soi-même, ne pas se raconter des histoires. Le pathos, par exemple, est une erreur que je ne voudrais pas commettre. Donc, essayez d'être honnête. Mais c'est difficile. Mais quelqu'un qui a une écriture peut-être beaucoup plus emphatique et le fait sincèrement, il peut le faire. Oui, oui, tout à fait. Mais il devrait toujours se demander si c'est vraiment ainsi. Herta Müller a sans doute raison, mais on ne peut pas, effectivement pas décrire les choses comme elles sont, mais on peut essayer de traduire, de trouver l'essence d'une scène ou d'un personnage pour que, à la lecture, il devienne vivant, qu'il prenne corps. Vous parlez de souvenirs d'enfance. Non, alors, Madame Müller parle de souvenirs d'enfance.
Mais pour pouvoir faire passer le message, elle doit inventer. Dans le roman, il y a un passage où Christophe raconte à Léna, lorsqu'il est allé la première fois chez Magdalena, qu'il arrive dans son appartement et où ils font l'amour pour la première fois. Il s'aperçoit que dans cet appartement, il y a beaucoup de livres, on trouve des noms d'auteurs qui sont mentionnés, Goethe, Keller, Zeller et Bachmann, et Kafka également. Et puis il y en a encore un, mais son nom m'échappe. Et La douce indifférence du monde, le titre même du roman, est une citation extraite de Camus, tout à la fin de L'Étranger. C'est là qu'on trouve cette formulation. Alors, il y a de nombreux parallèles à d'autres auteurs, d'autres textes dans ce livre. Est-ce que tu vois dans ton écriture une manière de nouer un dialogue avec d'autres œuvres, des œuvres que tu as lues, que tu connais, et à quel point est-ce important pour toi de faire ce lien avec d'autres écrivains, et j'aimerais savoir quel auteur est important pour toi. Alors, je n'aime pas quand on fait de la littérature avec de la littérature. Il faut se fonder sur la réalité, sur du réel. Alors certains disent il faut aller carrément dans les champs et ne pas aller dans un musée pour copier des tableaux. Non, non, il faut sortir du musée, aller dans la rue, regarder des enfants. C'est un exemple. Donc mon matériel de base, c'est le monde, pas la littérature. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu. Donc la littérature fait partie de mon monde. C'est vrai que lorsque je vois quelque chose, je pense à certains livres où on a pu décrire telle scène. Ça fait partie de mon monde. Ça n'est même pas une question d'intertextualité. C'est simplement que si on entend un poème, on peut faire le lien avec une situation que l'on connaît. Pour moi, on est dans la réalité. C'est pas forcément un lien que je cherche, une intertextualité. La littérature est tout aussi réelle pour moi que d'autres éléments, d'autres aspects. Et si on pense à tes personnages, alors oui, c'est vrai qu'il faut s'investir dans l'histoire de la littérature. Alors, je ne dis pas que je mérite une place sur un podium. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'avant nous, des gens ont écrit, il y en aura après nous. Nous faisons tous partie d'une même famille et la bibliothèque est également un très bon exemple. Nous voyons que nous sommes tous ensemble, nous avons à voir les uns avec les autres. Ça me fascine toujours de voir quels auteurs se retrouvent les uns à côté des autres dans un ordre alphabétique. Ça peut proposer des associations intéressantes, des couples un peu inattendus et parfois aléatoires. Je me trouve tout près de Steinbeck et je dois dire que ça me plaît beaucoup. Alors, je remarque qu'on se promène beaucoup dans la douce indifférence du monde. Les personnages se baladent dans la ville et le narrateur raconte comment il est allé avec ses personnages. On y décrit de nombreux endroits. Et donc, il y a Stockholm d'un côté et Barcelone, ces grandes villes sont mentionnées dans le récit. Le village, lui, n'est pas mentionné. On ne connaît pas le nom de ce village. Les villes, ça aurait pu être d'autres villes également, mais quelle est l'importance des lieux pour toi, des endroits, la manière dont on les décrit par rapport à l'action? Ces lieux existent, ils sont là, mais on dirait un petit peu des décors de théâtre qui restent relativement discrètement dans le fond,
à l'arrière-plan, on braque les projecteurs sur les personnages, mais ces décors ont une fonction. Oui, ils ont une fonction, mais je ne veux pas rédiger un guide pour Stockholm. Ça n'est pas mon objet. Donc, les personnages prennent conscience de cette ville, mais ne sont pas dans cette ville en tant que touristes. Alors sinon, on pourrait commencer à visiter la cathédrale, je devrais la décrire, et je trouve que ce récit n'a pas sa place parce que le personnage ne s'intéresse pas au fait qu'il y a une cathédrale. Non, ces personnages sont amoureux et ne voient pas cela. Je dois toujours penser à ce que voient, ce que pensent mes personnages. Stockholm, c'est un petit peu une coïncidence. J'étais à Stockholm lorsque j'ai eu l'idée d'écrire ce roman. Et il y a eu un film après Agnès, mon premier livre, et le réalisateur du film habite à Stockholm. Je suis allée le voir et j'ai également rencontré par hasard l'actrice principale. Et nous avons discuté et c'est aussi une sorte de double, mon personnage. Donc j'ai rencontré mon propre personnage qui n'était pas comme celui que j'avais imaginé. Elle a interprété le rôle selon sa perception et c'était une Agnès complètement différente de celle que j'avais imaginée. J'ai trouvé ça formidable. Mais c'est vrai que c'était un petit peu étrange. Quelqu'un me dit « Je suis ton personnage, mais je suis différente ». Et c'est aussi pour cela que j'ai écrit ce livre. Stockholm était déjà dans mon esprit à ce moment-là. Mais c'est vrai que souvent, lorsque j'ai une idée, je me pose la question quel serait le lieu idéal? Pour Agnès, je voulais Paris comme lieu au tout début. Et finalement, c'était Chicago. Relativement tôt dans l'écriture, il y a eu ce changement, mais j'ai l'idée d'une histoire et je me pose la question où est-ce qu'elle pourrait se dérouler? Quel lieu peut me donner différentes possibilités dans ce récit? Mais il est rare que le lieu devienne un réel personnage. Non, c'est l'endroit où se situent mes personnages et je pense que ça a une influence. Il fait froid à Stockholm en hiver. Et si dès le début ils avaient été à Barcelone, le livre en aurait été complètement différent. C'est un principe que l'on retrouve dans toute l'œuvre. Les personnages, on connaît leur prénom, on n'a pas leur nom de famille. Et on a presque l'impression qu'il leur manque encore autre chose. J'ai du mal à décrire cela ou à expliquer, mais il y a toujours comme un soupçon d'indifférence, évidemment, mais de tristesse aussi, voire de résignation. Que manque-t-il à ces personnages, de manière globale? Qu'est-ce qui leur manque? Alors je crois que c'est peut-être moins le cas pour Lena. J'ai l'impression qu'elle arrive à s'imposer et qu'elle arrive aussi à opposer un refus. Elle est plus active. Oui, pour Christophe, c'est différent. C'est probablement lié à la situation. Il y en a un qui a écrit ce livre et qui ensuite n'a plus pu rien écrire. C'est directement lié à leur situation. La sienne n'est pas géniale. J'ai l'impression que les personnages se trouvent toujours mieux vers la fin du récit qu'au début. Ils se trouvent dans une situation un peu plus positive. Mais c'est vrai, ils ont ce point commun, c'est une sorte de lien de parenté pour eux. Il y a en effet un soupçon de mélancolie, oui. Mais tu ne pourrais pas forcément expliquer ce que leur enlève cette mélancolie. Alors je ne me souviens pas bien, est-ce que c'était dans Agnès où l'on thématisait justement cela? Les histoires heureuses n'intéressent personne. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit de personnages littéraires? Est-ce que c'est pour cela qu'ils sont si tristes?
Alors, moi, la littérature qui décrivait une vie très heureuse ne m'a jamais intéressée. C'est peut-être mieux au cinéma, mais en tout cas, ça ne m'a jamais intéressée. Lorsque je lisais un livre, je voulais comprendre quelque chose, apprendre, pas forcément dans le sens d'un apprentissage scolaire, mais la littérature qui m'intéresse pose toujours les grandes questions de la vie. Pourquoi est-ce que je suis ici? À quoi est-ce que cela sert? Et Camus a été une grande influence sur moi lorsque j'ai eu 20 ans. Également, comment arrive-t-on à représenter la réalité dans un livre? Et est-ce qu'il faut le faire? Et qu'est-ce qu'on fait quand on essaye? Ce sont les questions qui m'intéressent. Et je pense que c'est pour cela que mes personnages se retrouvent toujours face à de telles questions existentielles. Et c'est aussi comme cela que j'ai nommé mon recueil de poèmes. Il y a le deuil, faire le deuil du temps qui passe, c'est les choses qu'on n'arrive pas à saisir. Et Agnès le dit, le bonheur est quelque chose de très ponctuel, quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Et cela ne peut pas durer, c'est comme une odeur, on s'y habitue et finalement on ne sent plus ce parfum. Alors, c'est une réalité, évidemment que c'est une réalité qui fait mal, qui est douloureuse. Les personnages... Alors, j'ai l'impression que la famille des personnages est peu présente dans le récit. Christophe, par exemple, la relation avec ses parents, ou est-ce que cette absence est ainsi? Est-ce qu'elle est évidente? Alors, depuis que j'ai des enfants, c'est vrai que j'ai plus de personnages qui ont des enfants dans mes livres. Peut-être plus dans mes récits, mes nouvelles, on parle plus des liens familiaux, des liens entre parents et enfants. Mais c'est vrai que dans les romans, même si dans le dernier, enfin l'avant-dernier, c'était une sorte de fuite. On fuit la famille, mais on peut dire qu'il y avait une famille, c'est vrai. Je propose que nous parlions maintenant de ta carrière en tant qu'auteur. Et nous avons rapidement parlé d'autofiction et d'autobiographie, mais il est vrai que c'est un type de texte qui est de plus en plus courant, de plus en plus d'auteurs rédigent leur mémoire ou leur autobiographie. Enzensberger, il y a quelques années déjà, pour fixer sur le papier tous ses souvenirs et ses mémoires. Est-ce qu'il faut s'attendre un jour à lire l'autobiographie de Peter Stamm? Ou est-ce qu'il ne faut pas s'y attendre? Alors j'ai un jour écrit l'histoire de Heidi, j'ai lu la biographie de Johanna Spyri et on lui avait demandé d'écrire son autobiographie. Et elle a dit « Ma vie extérieure n'est pas intéressante et ma vie intérieure ne regarde personne ». Je pense que c'était une bonne réponse. Et puis je crois qu'elle a brûlé toutes les lettres qu'elle avait écrites. Tout ce qui était privé a été brûlé avant sa mort. Alors, il y a eu des rumeurs assez folles concernant sa vie. Elle a eu une vie assez passionnante. Le biographe a même avancé qu'elle aurait eu une liaison avec Richard Wagner. Bon, on peut imaginer cela. J'avoue que ça ne m'a jamais intéressé. Mais est-ce que tu as lu de bonnes autobiographies où tu t'es dit « Alors ça, c'est un texte qui me touche et ça m'intéresse ». Pas vraiment, non. Je suis plus dans mes livres. Par exemple, Paysage aléatoire. C'est un récit qui m'est très proche. Et
il y a également un jour comme celui-ci. Je suis vraiment dans ces récits. Ils ne guident pas ma vie, mais je me sens beaucoup plus proche de ces récits que dans d'autres récits. Il y a pas mal d'éléments, de circonstances qui sont tirés de ma vie qu'on y retrouve. Le village, le métier d'écrivain, mais il y a même des personnages féminins avec lesquels je ressens une très grande proximité. Alors cela fait maintenant 20 ans que tu écris des romans. C'est le 7e roman? Oui, je crois que c'est le 7e. Comment as-tu réagi aux critiques par rapport au marché du livre? Aussi, est-ce que tu as observé une évolution? Tu as changé d'éditeur. Agnès est parue à la maison d'édition Archier en 2002, 2003. Tu as changé d'éditeur et tu es allé chez Fischer pour Paysage aléatoire. Non, c'était Un jour comme celui-ci, en 2006. Alors, on voyait que ça allait s'arrêter et donc, manifestement, dans les années qui suivaient, il fallait changer. Mais sinon, je suis très fidèle et en France, depuis mon tout premier livre, je suis chez Christian Bourgois et je resterai chez cet éditeur. Est-ce que, donc, tu n'as pas été viré, entre guillemets, mais voilà, comme l'éditeur allait disparaître, tu devais changer. Alors, on savait qu'ils allaient arrêter dans les années qui suivaient, et je me suis dit... Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'on m'entend? Je me suis dit, il est préférable de changer d'éditeur maintenant plutôt que de me retrouver sans éditeur parce qu'ils auront dû arrêter leur activité. Donc voilà, tu as cherché un autre éditeur. Et est-ce que tu as toi-même choisi Fischer? Oui, j'en ai parlé avec mon agent et on s'est posé la question, où est-ce que ça fonctionnerait bien? Il s'agissait de se sentir à l'aise. Nous avons regardé les différents auteurs, les éditeurs. Je suis allée les voir. Et Fischer, c'était l'amour de ma vie par rapport aux éditeurs, en tout cas. Nous avons rapidement discuté du fait que tu as travaillé avec des étudiants, tu as dispensé des sortes d'ateliers d'écriture. Est-ce que c'est le genre d'activité qui te plaît, cet accompagnement? Il y a également le modèle du mentorat dans des écoles d'écriture. Des étudiants qui étudient l'écriture et qui peuvent ainsi collaborer avec un mentor. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais également? Ou est-ce que tu lis des textes, un jeune auteur vient te voir et il te demande si tu es d'accord de lire un texte? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors oui, c'est vrai que je l'ai déjà fait, mais je manque de temps et c'est quand même une très grande responsabilité. J'ai moi-même écrit tant de textes qui étaient mauvais, mais il fallait que je les écrive pour que je fasse mon chemin et que j'en arrive où je suis maintenant. Donc, dans son évolution en tant qu'artiste, il y a différents virages que l'on prend. On n'écrit pas forcément des choses formidables dès le début pour arriver à un résultat qui est bien meilleur. On travaille avec son talent et Oscar Wilde l'a dit. On lui a demandé si dans son travail il avait utilisé son talent. Il a dit que son génie il l'avait gardé pour sa vie. Je pense qu'il faut très souvent faire des erreurs pour s'améliorer.
C'est pour cela que, pour moi, c'est une responsabilité énorme lorsqu'un jeune me donne un texte qui est mauvais et je dois lui dire, bon, ce texte ne vaut rien, tu peux le jeter parce que je ne sais pas si l'écriture de ce texte était nécessaire, il fallait qu'il l'écrive et peut-être que dans 10 ans, il écrira autre chose. Donc, j'essaye d'éviter cela. Ce qui me fait plaisir, c'est de parler avec des étudiants, discuter au sujet de la littérature, expliquer comment je travaille. J'aime beaucoup. Pour ces ateliers d'écriture, j'avoue que je n'ai aucun talent. Je trouve ça bien quand on sait faire quelque chose, de partager, de transmettre. C'est une tâche agréable, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi et je ne suis pas forcément le plus doué pour cela. Et les lectures de poésie, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plus plu ? Oui, mais ça, on ne peut pas le faire très fréquemment. Je commence à recevoir des demandes de nouveau. Alors oui, c'est vrai que j'ai donné un cours l'an dernier à Essen et je vais attendre encore quelques années parce que chaque année, on ne peut pas écrire sur ce qu'on a écrit. Il faut se mettre à écrire tout simplement. Je vais maintenant poser ma dernière question, ce qui veut dire que vous pouvez maintenant commencer à réfléchir aux questions que vous souhaitez poser, cher public. Ma question concerne les nouvelles. Au début, je crois que tu alternais toujours entre un roman, ensuite des nouvelles, de nouveau un roman. Au total, je crois que tu as 4 tomes de récits. Il y a également une collection de toutes les nouvelles, auxquelles se sont ajoutées encore quelques nouvelles. Et ensuite, les récits ont peu à peu cessé. Alors, 2 questions. Tout d'abord, allons-nous avoir publié prochainement un ouvrage avec des nouvelles? Et deuxièmement, quelle est la différence entre l'écriture d'une nouvelle et d'un roman? Il est possible que le prochain ouvrage soit une suite de nouvelles. Alors, pas tout à fait. En fait, en octobre, il y aura une longue histoire, un long récit de 70 à 80 pages, un conte de Noël qu'on m'a demandé d'écrire et que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Et c'est possible qu'ensuite, il y ait une série de nouvelles. C'est vrai que j'en ai déjà quelques-unes en stock. J'en écris régulièrement. Souvent, je construis cela à un projet de construction, quand on construit une villa ou un gratte-ciel. Pour un roman, c'est comme dans un gratte-ciel, il y a beaucoup de problèmes de statique. Une fois qu'on est arrivé tout en haut, on ne peut pas se rendre compte qu'on a oublié quelque chose en bas. Il faut construire progressivement. Mais par contre, la diversité d'options est beaucoup plus grande dans une villa. Et c'est le cas aussi quand on écrit des nouvelles. J'ai écrit, par exemple, une nouvelle qui se passe à la 2e personne. Et ça n'est pas possible dans un roman. Où j'ai joué aussi sur les temps. Donc, c'est une sorte de terrain d'essai où j'explore des idées que j'utilise ensuite dans les romans. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à écrire des nouvelles. Au niveau du lectorat, je crois que l'accueil est un peu moins favorable. C'est vrai qu'au niveau des ventes, ça représente environ la moitié, mais ce n'est pas non plus déterminant. Quand j'ai envie d'écrire des nouvelles, j'écris des nouvelles. Merci. Vous avez maintenant la possibilité de poser vos questions. Qui souhaite s'exprimer? Y a-t-il un micro-baladeur dans la salle? Levez la main si vous souhaitez poser une question. Et attendez qu'on vous apporte un micro. Vous pouvez également poser vos questions en français. Monsieur Cham comprend parfaitement le français. Pourriez-vous me dire à quoi ressemble votre quotidien d'auteur?
Je n'ai pas très bien compris la fin de votre question. Alors, à quoi ressemble votre quotidien d'auteur? Je n'écris pas en permanence. Il existe des auteurs très studieux qui sont très rigoureux et qui écrivent de 8 heures à midi et de 2 heures à 18 heures. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Il y a des périodes où j'écris, ensuite des périodes où je n'écris rien. Et je n'arrive pas à m'y forcer. Bien sûr, je pourrais écrire quelque chose, mais ça ne serait pas bon. Quand j'écris, une fois que les enfants sont partis à l'école, je m'assieds à mon bureau et je travaille environ jusqu'à midi. C'est rien de très spectaculaire. Je suis assise sur ma chaise avec mon portable sur les genoux. Pour un discours que j'ai dû tenir, j'écris environ un mot toutes les 30 secondes. Donc, vu de l'extérieur, c'est vraiment très ennuyeux. Évidemment, c'est une moyenne sur la durée. En 4 heures, j'écrirai peut-être 3000 signes. Je commence par écrire le livre du début jusqu'à la fin, si possible 5 jours par semaine, tous les jours. Et une fois que j'ai terminé, je recommence depuis le début et je le relis 10, 20, 30 fois et j'affine. Mais le premier jet, dirais-je, correspond à 90% au résultat final. Avec ma manière de travailler, il m'est difficile ensuite de modifier beaucoup le texte. C'est un peu comme une plante qui grandit. Un livre est quelque chose d'organique qui ne supporte pas que j'enlève un élément pour le placer ailleurs parce qu'en fait, tout se déconstruit. Il y a des auteurs qui fonctionnent comme ça, mais pas pour moi. Puis, durant le reste de la journée, je fais autre chose. Je suis aussi entrepreneur. Donc, je suis en contact avec des traducteurs, j'organise des lectures. Alors, je crois qu'on a répondu à cette question. Y en a-t-il d'autres? Je suis éblouie, donc je ne vois pas vraiment ce qui se passe dans la salle. Manifestez-vous si vous avez des questions. Votre avant-dernier roman, cette histoire de ce type qui s'en va et qui revient vers sa femme, moi, en tant que femme, cette histoire m'a un peu choquée. Que l'on puisse encore imaginer une femme qui se sacrifie à ce point à attendre son mari. Avez-vous eu des réactions de lectrices? Moi, je dois dire que ça m'a un peu choquée, même si j'ai bien aimé votre livre. La femme de mon traducteur anglais a dit, ben voilà, tu as enfin écrit une vraie histoire d'amour. Ce qui m'a fait très plaisir et en même temps qui m'a fait rire. Parce qu'en gros, les deux sont ensemble pendant 20 minutes dans le livre et le reste du temps, c'est l'histoire de la séparation. Donc, je ne crois pas qu'il faut lire ce livre comme un livre d'amour, une histoire d'amour. C'est vrai qu'en réalité, c'est un salaud. Mais les questions morales ne m'intéressent pas vraiment. Je ne trouve pas ça très intéressant. Bien sûr, au quotidien, j'essaye d'avoir un comportement moral, mais en littérature, dire que c'est comme ça ou comme ça qu'il faut vivre, je trouve que c'est un peu ennuyeux. La Weltwoche m'a reproché qu'il s'agissait d'un manifeste anti-féministe parce que la femme est une femme au foyer, qu'elle ne travaille pas. Mais il existe des femmes au foyer. Alors pourquoi ne pas les intégrer dans la littérature? Je ne dis pas que toutes les femmes doivent vivre comme elle, mais mon personnage vit comme ça et elle a de bonnes raisons pour le faire. Et à mon avis, c'est une femme forte. Mais elle n'abandonne pas, elle lui reste fidèle. Elle dit certes, il m'a quittée, et d'ailleurs elle lui en veut par moment, mais à un moment donné, elle ne lui en veut plus. C'est comme dans les situations de deuil. Lorsque quelqu'un décède, il y a un modèle de réaction
Il y a d'abord le déni, la colère, l'acceptation, et dans une relation, c'est la même chose. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. J'ai beaucoup apprécié ce personnage. Mais est-ce que ça joue un rôle qu'il s'agisse d'une femme? Est-ce que ça aurait pu être l'inverse? Dans Paysage aléatoire, c'est justement l'inverse. C'est la femme qui part, c'est l'homme qui se retrouve seul. Mais la femme a une très bonne raison de partir parce que c'est un imbécile. Et dans l'un l'autre, en fait, l'homme n'a pas de vraie raison de quitter sa femme. Et c'est justement ça qui m'a intéressée. Parce que s'ils s'étaient disputés et qu'ils s'étaient tirés parce qu'ils ne s'aiment plus, ça n'aurait pas été intéressant, parce que ça se produit tous les jours. Ce qui est intéressant dans cette histoire, justement, c'est que lui n'avait pas de vraie bonne raison de partir. Et pourtant, il s'en va. Attendez qu'on vous apporte le micro. Le titre de votre dernier ouvrage, La douce indifférence du monde, fasse référence à Camus. En quoi ce titre, qui est très lourd de sens, s'explique-t-il par les différentes étapes de la construction de votre roman? Ich muss erst mal sagen, ich habe den Titel nicht selbst gefunden. Il faut que je commence par dire que je n'ai pas inventé le titre moi-même. J'ai toujours de la peine à trouver des titres et mon lecteur me savait que c'était une difficulté pour moi. Il m'a proposé ce titre. Et d'abord, je l'ai trouvé un petit peu cherché, puis ensuite, il a commencé à beaucoup me plaire. Je crois que c'est le moment où il s'abandonne à son dessein. Il est en présent, le curé vient le trouver, il demande encore une grâce et arrive le moment où il accepte la situation et qu'il va être exécuté parce qu'il est coupable. Un des livres qu'il a écrit précédemment, c'était La mort heureuse. Or là, on est dans la situation réelle de la mort de Meursault qui sait qu'il va mourir. Et la seule chose qu'il peut souhaiter, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui assistent à son exécution et qu'il soit là avec des cris de haine. Oui, alors justement, c'est cette acceptation du destin qui m'intéresse dans le titre. Parce que mon protagoniste aussi, en fait, on ne sait jamais très bien quelles sont ses intentions. Même en écrivant le livre, je ne savais pas quelles étaient ses intentions. En fait, il raconte son histoire à cette femme qui est en train de vivre la même histoire avec son ami, étant donné qu'elle est le double de son ami de l'époque. Et ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il veut les aider pour qu'elle évite de commettre les mêmes erreurs qu'il a faites lui, ou veut-il l'arrêter parce qu'ils sont en concurrence? Parce que du fait que l'autre vit ma vie, il m'enlève ma vie, il me vole ma vie. Est-il amoureux de cette femme qui ressemble à ce point à son ami de l'époque, qui est la version jeune de son amour? Donc tout cela n'est pas très clair dans le livre. Donc c'est une question d'acceptation de sa vie. Et on est plutôt dans un champ de tension, de questions qui m'intéressent. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit cette citation. Par le processus narratif de vos deux derniers romans, et vous avez un tout petit peu évoqué la question, mais je me demandais si vous pensez d'abord
à justement ces jeux qui, moi, comme toi, m'ont laissé complètement confuse, et qu'ensuite vous construisez l'histoire au niveau simplement vraiment de ce qui se passe dans l'histoire pour explorer ces processus narratifs, ou si ça vient ensemble. Est-ce qu'il y a d'abord l'idée de ce que vous voulez créer aussi comme réaction chez le lecteur et la lectrice, ou dans quel ordre est-ce que ça se fait? Also beim vorletzten war es. Dans l'avant-dernier livre, l'homme quitte sa famille, il marche, et moi je suivais en parallèle. Et je faisais toujours le parcours avec lui. Et comme ça se passe en Suisse, on finit par monter et se retrouver dans les montagnes. Il se retrouve dans ce paysage incroyable où il y a beaucoup de ravins, de précipices, et il ne sait plus comment avancer. Et moi non plus, je ne savais plus vraiment comment avancer. Je me suis dit, mais alors que fait un Suisse lorsqu'il monte sur une montagne? Eh bien, il finit toujours par mourir. Et c'est là que j'ai eu cette idée où je me suis dit, mais il peut mourir tout en continuant de vivre. Donc là, le processus s'est fait au fil de l'écriture. Mais quelque part, j'ai constaté que c'était déjà quelque part dans ma tête avant. Souvent, quand on écrit quelque chose, on écrit sur des choses dont on ne sait même pas vraiment qu'elles sont déjà présentes. Ensuite, pour ce livre-là, il y a cette histoire d'alter ego. Et j'ai commencé à m'intéresser au romantisme allemand depuis quelque temps. Et là, on trouve beaucoup d'histoires avec des doubles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, je rencontrais mon alter ego? Et finalement, le personnage est né au fil de l'écriture. Et jusqu'à la fin, je ne savais pas comment finirait le livre. J'avais même imaginé une fin. Et je me suis dit que non, ça ne colle pas. Je n'étais pas satisfait. Je sentais que l'histoire n'était pas encore achevée, qu'il manquait quelque chose. C'est ainsi que j'écris encore les 2-3 derniers chapitres jusqu'à ce que je trouve que ça joue, que je sois satisfait. Mais ça, c'est plutôt ce qui concerne la forme plutôt que le contenu. Mais la forme et le contenu ne peuvent pas vraiment se dissocier dans ton écriture. Non, effectivement pas. Et je ne sais jamais à l'avance vers quoi je vais. C'est comme dans la vie. On ne peut pas planifier sa vie comme un voyage organisé où on sait que le premier jour, on aura la visite de tel monument et l'après-midi peut-être à libre disposition. Quand on voyage aussi, je trouve qu'il faut aller sur place et voir comment les choses se passent. C'est-à-dire que lorsque tu as une idée pour une histoire, tu ne vas pas l'écrire directement. Non, je n'ai pas ce genre d'idée. Y aurait-il peut-être encore une dernière ou une avant-dernière question? Disons encore 2 questions. Les histoires heureuses dans les livres ne vous intéressent pas, mais du coup, je ne suis pas sûre d'avoir compris la distinction que vous effectuez entre le cinéma et puis la littérature à ce niveau-là. Je n'ai pas commencé le début de votre question. Quand vous dites que les histoires heureuses dans les livres ne vous intéressent pas, et que par contre vous avez vite fait la distinction avec le film. Warum Film? Hast du gesagt, ja, das... Oui, dans la discussion, tu as dit que les histoires heureuses, on les laissait au cinéma. Alors peut-être que je me suis mal exprimée. Le bonheur, oui, ça m'intéresse et je veux que les choses aillent bien pour mes personnages, mais le bonheur, c'est vrai que c'est plus compliqué que dans le cinéma ou la littérature la plus triviale. Ils se marient à la fin et ils sont heureux. Je pense que c'est plus compliqué et lorsqu'il y a une sorte d'angoisse, quand on a peur du bonheur, quand on refuse d'accepter le bonheur,
Certains disent la liberté m'a toujours été plus importante que le bonheur. Je pense que c'est plus intéressant. En tout cas, c'est mon point de vue. Je n'ai rien. Moi, je suis d'ailleurs... j'aime beaucoup aller voir des films d'action. Mais si quelqu'un préfère les comédies romantiques, très bien. Évidemment, il y a de la place pour tout, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et au cinéma, c'est vrai qu'il y a de tout. Il y a différents niveaux, des choses les plus banales. Si vous pensez à Antonioni, ça a été extrêmement important pour moi, ou Fellini, ou Godard, c'est du grand art. Et je pense que nous sommes également une génération d'auteurs qui avons vu pratiquement autant de films que nous avons lu de livres. Et donc, le cinéma a une influence importante sur nous. L'art aussi, la musique, tous les arts sont liés les uns aux autres, sont parents en quelque sorte. Est-ce que quelqu'un a un mot de conclusion, un dernier mot peut-être? C'est peut-être trop de pression. Il faudrait simplement demander s'il y a encore une question. Je suis un petit peu éblouie. Je crois qu'il y a encore une demande de ce côté-ci. Vous avez dit qu'à la fin, vous étiez aperçu qu'il vous fallait encore ajouter 3 chapitres. Cette fin m'a beaucoup frappée, où le jeune homme et le vieil homme se rencontrent. Et au tout début, on avait l'impression que c'était un homme très âgé. Mais vers la fin, en lisant la conclusion, je me suis dit qu'on pouvait regarder tout cela du point de vue d'un très jeune homme. Il y aurait peut-être l'homme jeune, l'homme âgé, l'homme d'âge moyen. C'est une histoire pas forcément uniquement de double, mais de quelqu'un qui se pose ce problème d'identité, d'être un autre. Est-ce que ça faisait partie de votre conception du personnage? Alors, l'homme d'âge moyen, moi maintenant, il y a encore un jeune homme qui est présent en moi. Et quand je serai plus vieux, il y en aura encore d'autres. Tous ceux que j'aurais été dans ma vie, et ils seront encore vivants. Je me souviens de ce que j'étais quand j'étais enfant ou jeune adulte, et c'est ce genre de questions qui m'a aussi intéressée. Évidemment, dès qu'il y a des contradictions, on se pose la question, comment est-ce que ça s'est passé concrètement, réellement? Et peut-être que la situation n'est pas celle qu'on a en mémoire. Et je pense que ce sont des questions qui m'ont intéressée. Mais je parle de la fin. Bon, il y a ce cadre du premier et du dernier chapitre, mais je parle vraiment de l'action à Stockholm, où je me suis dit qu'il fallait encore ajouter quelque chose. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Merci beaucoup. Alors nous allons passer à l'apéritif et à la séance de dédicace. La plupart des livres disponibles en français sont disponibles sous la tente. Vous pouvez vous les procurer. Merci beaucoup à la Fondation également. Et je vous souhaite plein succès et nous nous réjouissons de Noël.